Bonjour tout le monde, ici Jason de Hockit.ca en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Salut tout le monde! Comment ça va, Julien? Ouais, ça va très bien, toi. Ça va très bien, merci. J'aimerais qu'on dise un peu à nos auditeurs qu'est-ce qu'on va leur apporter là, avec nos podcasts et bientôt nos vidéos. Donc, je te laisse l'honneur de présenter ça. Yes, écoutez tout le monde, en fait, notre objectif avec ce podcast-là, c'est vraiment de répondre à vos questions par d'autres médias que la lecture. Parce que, comme vous le savez si bien, j'écris des articles de plusieurs pages qui prennent du temps à lire. Donc, vous permettre d'écouter ça ailleurs, dans votre voiture ou autre. Donc, d'avoir un média un peu différent là, pour vous donner de l'information, mais toujours de la même information de qualité, recherchée. Et justement, c'est ça. Vous essayez de vous donner la meilleure information possible. Bon, ben, excellent ça. Écoute, aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait parler de freins. Je ne sais pas si ça te tente de parler de freins. Ouais, pas trop, vas-y que ça. Écoute, il y a tellement de questions qu'on peut se poser sur les freins en général, le type de plaquette, le type de disque. Il y a des types d'huiles différentes aussi qu'on peut utiliser. La première question que je poserais rapidement, ce serait, c'est quoi la différence entre un frein qui module bien ou qui freine fort? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait un bon frein? Bon, qu'est-ce qui fait un bon frein, en fait? C'est une question un peu vague dans le sens qu'il y a plusieurs réponses qu'on peut amener par rapport à ça. Parce que, dépendamment des gens à qui vous allez parler, il y en a qui vont préférer telle compagnie ou telle compagnie. Donc, qu'est-ce qui définit un bon frein? Moi, je définirais ça par trois choses distinctes. Donc, la première, c'est la puissance du frein, Mhm. la modulation que ce frein nous procure, et en troisième lieu, la fiabilité. OK. Donc, si on a ces trois éléments-là, à mon sens, on a un bon frein. Mais est-ce qu'il y a une marque, c'est qui fait le meilleur frein en ce moment? Qui fait le meilleur frein, en fait, moi, je pense pas qu'il y a personne qui fait de meilleur frein. Je pense plutôt qu'il y a des freins qui répondent à différentes demandes au niveau de l'industrie. Donc, par exemple, un SRAM ou un Shimano travaille vraiment, mais vraiment pas pareil. Donc, ça répond pas du tout à la même clientèle. Donc, je pense que ça dépend vraiment là, de ce qu'on aime, de quel genre de feeling on aime au niveau de nos freins. Ce qui est un peu difficile avec les freins pour apprendre justement à se connaître un peu, c'est que à part en acheter pour en essayer, il n'y a pas ben d'autres moyens d'essayer autre chose, à part peut-être dans les journées de démo de vélo, mais encore là, souvent, ils ne prêtent pas des vélos de 10 000 $ avec les meilleurs freins sur le marché, donc encore là, ça devient un peu difficile là, de faire beaucoup d'essais différents, mais c'est ça, à part essayer, faire des essais nous-mêmes avec notre portefeuille, là, c'est pas mal le meilleur moyen d'apprendre à se connaître au niveau du freinage. Ben moi, je te dirais, regarde, j'ai un frein quand même de. Je trouve que ça freine mieux que ce que j'avais avant. J'avais des freins de très longue date, on va dire. Puis c'est sûr que j'ai remarqué une différence. Par contre, là, j'essaie le vélo d'un de mes amis. Lui a vraiment des freins que moi, je qualifie de très modulables par rapport aux miens, qui semblent être un peu plus on-off. Où je te dirais que le feeling que j'ai, c'est que c'est la distance entre je break un peu puis sa barre est moins longue, mettons, qu'avec son vélo à lui où vraiment il y a un squish là, dans le doigt. Là. C'est dû à quoi? Au pad, à la manette, comment il compresse l'huile, le déplacement de la manette? C'est quoi qui fait cette différence-là? En fait, c'est vraiment au niveau de la conception du frein qui va faire la différence entre beaucoup ou moins de modulation. La modulation en soi, la façon qu'on définit ça, c'est vraiment le contrôle qu'on va avoir du frein. Plus qu'un frein est modulable, plus on a de contrôle sur notre freinage. Ben, en fait, l'autre fois, tu as posté un article avec la manière de disposer ton levier de frein. Et puis, évidemment, de la manière qui est placée là, tu as moins de travel entre le début de ta manette puis la fin. Là. Est-ce que les freins ont tellement une différence de modulation
que cette façon de positionner ton levier de frein va causer des problèmes. Ce qui est important de comprendre, c'est que la course du levier euh, peut rester la même, dépendamment des ajustements qu'on a. Personnellement, OK, sur mon vélo, moi j'ai des freins Hope, donc je peux ajuster la course du levier de frein qui va différencier entre le début du freinage et quand je barre ma roue. Donc, dépendamment de la qualité des freins qu'on a, on peut avoir ou pas cet ajustement-là. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que où on va jouer, où est-ce qu'on va moduler, c'est dans la zone entre les deux. Donc, on ne veut pas que notre frein il barre. Donc, c'est vraiment dans la zone entre le début de la course et la fin qu'on va avoir du contrôle. Donc, est-ce qu'on veut que cette course-là soit très longue, soit très courte? Ça, c'est vraiment relatif d'une personne à l'autre. C'est un goût 100% personnel. Ben, en fait, justement, parlant de goût, je veux dire, quand j'essaie le vélo de mon ami qui a des freins que je qualifierais de bien meilleurs que les miens, la job des miens se fait très bien. Je veux dire, je suis capable de les moduler. Je ne sais pas si j'aimerais à ce point-là avoir tant de modulation, sûrement, mais j'ai l'impression que les siens sont tellement plus agréables d'une certaine manière, mais que en même temps, est-ce que c'est vraiment la plus grande réflexion de qualité d'un frein? Ben, tu sais, quand on parle de freins plus haut de gamme, tu sais, on va souvent augmenter la puissance du frein. Donc, en augmentant la puissance du frein, ben, si on a une modulation qui ne suit pas, on se ramasse avec un frein qui va barrer très, très, très facilement. Là. Donc, le but, c'est d'avoir comme l'espèce de modulation qui vient avec la puissance pour nous permettre de bien doser cette puissance-là. Sinon, on se ramasse avec un frein qui est pratiquement on-off. Là. Ce qu'on veut éviter le plus possible. Ouais, je comprends. Ça dépend des circonstances puis tout ça, même la vitesse à laquelle tu vas. C'est sûr que si tu vas moins vite, puis t'as pas. Tu sais, comment je te dirais, la vitesse va faire que ton freinage va être plus long, il va moins barrer, mais à basse vitesse, si tes freins sont pas modulables, ça peut barrer plus vite, puis ça peut te donner une très mauvaise surprise, là, à mon avis. Encore là, quand on parle de vitesse, il y a toute une question aussi majoritairement de température et de coupe de freinage. Parce que si on roule très rapidement, en downhill, par exemple, que je vais avoir un frein, on se donne un exemple typique, là, un disque de 160 mm avec un frein, un petit 2 pistons qui monte extrêmement en température, ben probablement que mon frein, il breakera à peu près pas. Alors que quand je le roulais dans le parking, en bas, quand je barrais à la roue, je disais, tabarnouche, ça break donc bien ces breaks-là. Mais en situation réelle, en sentier, on se ramasse avec un frein qui freine à peu près pas. Donc, il y a vraiment plusieurs. C'est l'accumulation de tous les éléments qui vont faire en sorte que, en conditions réelles, on va avoir un frein de qualité qui va répondre à nos besoins en fonction de la discipline qu'on pratique. Là, c'est sûr et certain qu'on parle de différents éléments. Là, il y a les plaquettes, il y a la grosseur du rotor, la composition exacte, là, ou le traitement thermique du rotor et tout ça qui va faire une différence sur sa durabilité. Mais si, admettons, j'ai un système pas mal stock de qualité moyenne, puis que là, je me dis, je vais investir 150$ sur juste les disques, est-ce que je vais voir une différence? La grosse différence que va faire un disque de meilleure qualité, si on ne parle pas de dimension, de grosseur, on change pour des disques de même dimension. Ouais. L'élément majeur que ça va faire, c'est au niveau de la température. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'un frein fonctionne de façon optimale, il faut qu'il se tienne à une température X. Donc, il n'y a pas un frein qui doit se tenir à la même température, mais c'est la combinaison du rotor et du frein qui fait en sorte que notre plaquette va atteindre une température optimale. Plus que notre frein atteint rapidement cette température-là, plus il se place dans la zone optimale, mais il ne faut pas la dépasser non plus. Okay? Parce que sinon, on se ramasse à l'inverse avec un frein qui ne freine plus. Donc, si on augmente la qualité de nos disques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément réduire la température maximale que notre frein peut atteindre. Mais aussi, ce qu'on va réduire, c'est le délai de refroidissement. Parce que dans une piste, on ne tient pas le frein de haut en bas. On freine, on arrête de freiner, on se remet à freiner en alternance comme ça. Et si, entre les freinages, notre système n'a pas eu le temps de refroidir assez,
ben là, au lieu de, par exemple, si je suis en train de freiner, j'atteins 140 degrés Celsius avec mon freinage, Ouais. j'arrête de freiner pendant 10 secondes, ben si mon frein, on va dire une condition impossible, mais mon frein ne baisse pas de température, ben quand je vais recommencer à freiner, je ne repars pas à zéro, je repars à 140 degrés Celsius et je continue d'augmenter. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. On veut essayer de refroidir le système le plus rapidement possible pour qu'il y ait une récupération justement à ce niveau-là, pour que lors du prochain freinage, on puisse se replacer dans la zone optimale plutôt que de créer une surchauffe au niveau du frein. Puis, qu'est-ce qui peut aider à refroidir? Est-ce que c'est le type de plaquette? Par exemple, il y en a des métalliques, il y en a d'autres, c'est des résines, d'autres, c'est des mélanges. Je pense que chacune a ses particularités, mais sur un même rotor, est-ce que je peux décider de changer de métal à résine puis voir une différence? Il existe des rotors, donc des disques qui sont résine. C'est écrit juste pour la résine. C'est marqué résine only dessus. Donc, OK. à ce moment-là, il ne faut vraiment pas utiliser les plaquettes de métal. De un, parce qu'on va créer une surchauffe très rapide et le disque il va user très rapidement. Donc, on va être obligé, de toute façon, de le changer très rapidement. OK. Par contre, au niveau de la température, c'est pas tant la plaquette qui va faire en sorte que la température va jouer à ce niveau-là. Oui, c'est sûr que ça a une influence, mais quand on parle de gestion de température, c'est est-ce que notre plaquette a des ailettes de ventilation, par exemple? C'est quoi le design du caliper qu'on va avoir? C'est quoi le design des rotors qu'on a? Faut pas oublier une chose, c'est que les compagnies designent le disque en fonction du système qu'ils développent. Donc, de faire des mix, ça peut fonctionner, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement optimal. Si je prends un disque Hope avec des freins Shimano, ça ne veut pas dire que ça va me donner un résultat optimal, même si, en lisant sur Internet, on me dit que hey, le disque Hope, c'est un super de bon disque pour telle caractéristique, mais combiné à mon caliper Shimano, ça ne veut pas dire que ça va me donner le même résultat que si je prenais un disque Hope, je le combinais à un frein Hope parce qu'ils ont été créés pour aller ensemble. OK, je comprends. Fait que tu peux faire un mix, mais tu n'auras pas nécessairement le bon résultat. Fait que finalement, tu es mieux de rester un peu avec la même marque puis d'aller dans des composantes de plus haute qualité à l'intérieur de la même marque. C'est sûr que si on reste avec la même marque, on a le rendement que la compagnie nous dit que c'est supposé avoir. OK. Par après, on peut faire des mix dépendamment du rendement que nous, on aimerait obtenir. Quand on se met à se connaître un peu plus, à connaître un peu qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on recherche comme caractéristiques, là, ça nous permet de vraiment aller faire des mix au niveau, au niveau au niveau des freins, tant au niveau des plaquettes, caliper, disques, donc de mélanger tout ça ensemble, parce qu'il existe différentes marques de plaquettes, différentes marques de disques, et bien sûr différentes marques de caliper, donc alias freins. J'aurais deux questions pour toi par rapport à ça. Ouais. C'est quoi la grosse différence entre avoir un piston, deux pistons et plus? Et l'autre question, c'est quoi les particularités des différents types de plaquettes, résine ou métal ou mix? Bon, on va commencer par l'aspect des pistons. Ça va me permettre de faire un lien avec la modulation qu'on parlait un peu plus tôt. Parfait. Bien souvent, les freins 4 pistons vont demander un flot d'huile plus important dans le caliper. Bien sûr, s'il y a 4 pistons, le caliper est plus gros. Donc, en ayant un flot d'huile plus important, bien souvent, ça va nous apporter une meilleure modulation du freinage. Donc, un meilleur contrôle du flot d'huile dans notre frein. Parce qu'il y en a plus, tu dis? Oui, il y a plus d'huile, donc le flot d'huile est plus facile à gérer à ce niveau-là. Donc, souvent, ça se traduit par un frein qui va moduler un petit peu plus. Par exemple, les nouveaux freins Shimano 4 pistons modulent nettement mieux que l'ancienne génération 2 pistons. Donc, le fait que les nouveaux calipers de freins sont 4 pistons, le commentaire qu'on a, c'est vraiment hey, le frein il est beaucoup moins on-off qu'il l'était. Et bien sûr, ça a un impact à cause du flot d'huile. Mais là, parlant d'huile, je veux dire, les liquides sont incompressibles. Donc, pourquoi ça module mieux quand tu en as plus? C'est-tu parce qu'il est redirigé vers plus de canaux? C'est Non, quoi? en fait, c'est le contrôle du débit.
c'est le contrôle du débit d'huile. Donc, la gestion qu'on va avoir de notre débit d'huile va être beaucoup plus grande par rapport à un frein avec un flot d'huile qui est tout petit, tout petit, tout petit. Donc, quand on a juste un 2 pistons, donc très rapidement, là, on passe d'un extrême à l'autre. Donc, quand on a un 4 pistons, le flot d'huile est plus important, le déplacement d'huile est plus important. Donc, ça fait en sorte que notre gestion, le laps de temps qu'on a là, entre je commence à freiner et je barre les freins est beaucoup plus grande. Ceci dit, un 4 pistons n'est pas une valeur sûre en termes de qualité de frein. C'est pas parce que j'ai un 4 pistons que c'est meilleur qu'un 2 pistons. Et un 4 pistons n'est pas nécessairement plus puissant qu'un 2 pistons non plus. OK. C'est pas le nombre de pistons qui fait la différence, c'est la pression qui va être exercée. Donc, si je prends 2 gros pistons, peut équivaloir à 4 petits pistons en termes de puissance. Okay? Par contre, là, on parle de puissance nette. Là. La force qu'on a à l'étrier là, pour serrer le disque, mais la force de serrage au niveau du freinage, c'est la puissance maximale qu'on va atteindre, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe entre les deux. Ouais, c'est comment on revient encore avec le fameux mot modulation, mais comment on module cette puissance-là pour atteindre cette puissance maximale-là. Fait que c'est pas parce qu'on a un frein qui développe 110 Nm de puissance que nécessairement on a un frein efficace puis un frein de qualité. Là. Oui, je comprends. Mais non, en même temps, juste l'expansion des tuyaux fait une différence. La preuve, c'est que dans le monde de la course automobile, les lignes de frein sont braidées, qu'on appelle là, tressées. Puis parce que justement, tu perds moins de pression au fait que la hausse, elle va prendre l'expansion au freinage avec la pression. Est-ce que ça s'applique un peu aussi aux freins de vélo? Oui, totalement. C'est la meilleure preuve de ça, c'est que votre frein avant et votre frein arrière n'ont pas tout à fait le même feeling. On a toujours l'impression que notre frein avant est plus raide un peu que le frein arrière parce que la longueur de la hausse est nettement différente. Donc, il y a une expansion qui va se faire à ce niveau-là. Et les hausses braided, comme tu parles, par exemple, Hope en fait. Donc, sur mon vélo actuellement, j'ai des hausses braided justement pour permettre de, comme tu l'as mentionné au niveau de la course automobile, c'est exactement le même principe pour aider à réduire cette expansion-là que la hausse va avoir sous la pression là, qu'on applique quand on freine. Là. Donc, il y a énormément de paramètres. Même, j'imagine, la manette est extrêmement importante aussi. Je dis, ça reste ton master cylinder, on va dire, que tu appuies dessus. Puis là, ben, c'est lui aussi qui met la pression. La course, la longueur de course, dans le fond, de ta manette, pas de ta manette, mais du piston à l'intérieur, est extrêmement importante aussi dans la modulation. Oui, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, quand on regarde au niveau des freins SRAM, entre un code R et un code RSC, on n'a pas tout à fait la même manette, en fait. Pourquoi? Ce qui arrive, c'est que le fameux S dans la série de lettres, qui s'appelle le Swing Link, va venir influencer justement ce déplacement du master cylinder. Donc, il va venir vraiment là, jouer sur comment le frein va réagir. Donc, la manette de frein a un énorme impact sur la façon que le frein va travailler. Donc, pour un même caliper, si on mettait 2-3 sortes de manettes de frein différentes, on aurait 2-3 sortes de freins différents, en fait, au final. Un autre espèce de lien que je peux faire avec l'automobile, c'est que des fois, on se dit, OK, ben, je vais mettre des plus gros calipers, mais je vais garder le même master cylinder. Ben non, garde ton vieux master cylinder, t'es un gros piston peut-être, mais il va avoir plus de puissance que si tu changes avec le même master pour plus de pistons ou un plus gros caliper. Tu perds de la force. Donc, l'idée est là aussi. Là. Ouais, c'est qu'on peut pas mixer comme on veut. On peut pas faire ce qu'on veut à ce niveau-là parce que, justement, on peut se ramasser avec un frein qui fonctionne moins bien que ce qu'on espérait là, à ce niveau-là. Puis pour en revenir au
aux plaquettes de frein. On avait ça dans notre ligne d'idées, là. Juste décrire rapidement, c'est quoi la différence entre une métallique, résine? Quelles sont les conséquences de changer ou quelles sont les différences entre ces composés-là? La première chose, il existe trois types de plaquettes principales qu'on peut avoir. Il y en a une quatrième qui est la céramique, mais on n'en voit pas bien, fait que j'en parlerai pas, là, ça ne sert pas à grand-chose, parce que c'est un peu trop underground. Les compagnies n'utilisent pas ça d'office, donc ça ne me sert pas à grand-chose d'en parler présentement. Mais les trois qu'on voit, les trois sortes principales qu'on voit, ça va être métal, résine comme tu as nommé, et on a aussi le semi-métallique. Okay. Qui est quand même intéressant, là, que je vais vous expliquer. La plaquette de résine, c'est une plaquette qui est plus grabby, qu'on appelle, donc qui va mordre plus facilement au niveau du freinage en début de freinage. Par contre, c'est un type de plaquette qui est à haute température, donc quand on arrive en downhill, par exemple, qui vont rapidement, là, la qualité du freinage va diminuer. Donc, c'est des plaquettes qui vont travailler un petit peu mieux à plus basse température, un peu plus à froid. Donc, par exemple, en cross-country, où on n'a pas de longue descente, où ce que la plaquette de résine va être à préconiser à ce niveau-là. L'autre chose aussi qui est intéressant, la plaquette de résine, généralement, ne produit pas de son. Donc, quelqu'un qui a les freins qui crient, de mettre une plaquette de résine va un peu comme corriger ce problème-là. Donc, dépendamment de notre utilisation de nos freins, bon, si le fait que nos freins crient, ça nous agace énormément et on veut éliminer complètement cet élément-là, de mettre des plaquettes de résine peut être. Mais si tu fais du downhill, t'es mieux de pas faire ça. Non, effectivement, c'est ça que je dis. Il faut quand même voir l'utilisation qu'on en fait, là, mais ça reste une caractéristique là, qu'on peut nommer au niveau des plaquettes de résine. Okay. Donc, ça veut dire que celle de métal va avoir une plus grande résistance à la chaleur maintenue. Mais est-ce qu'elle va grabber aussi bien à froid qu'à chaud? Non, c'est ça. La plaquette de métal va vraiment là, commencer à être efficace quand elle va monter en température. Donc, quand je vais commencer ma descente, mon frein risque d'être un peu ordinaire, mais rendu là, en plein milieu de la côte, là, quand mon frein est chaud, là, à bonne température, c'est là vraiment là, que j'ai le rendement optimal de ces plaquettes-là. Donc, quand je tiens mon frein un peu plus chaud, là, la plaquette de métal là, est vraiment là, à préconiser. L'autre chose aussi, la plaquette de métal, par contre, élément important, va user un peu plus rapidement le disque aussi. Donc, métal contre métal, hein, assurément. Le coefficient de frottement augmente un peu, donc on use le disque plus rapidement que sur une plaquette de résine. La plaquette de résine aussi va user plus rapidement, par contre. Donc, dans une saison, si par exemple, vous passez un set de plaques de métal, vous allez peut-être en passer 2 à 3 là, de résine. Donc, et il y a une différence de prix aussi. Là. Une plaquette de résine va peut-être vous coûter 15-20$ du set, puis une plaquette de métal va peut-être vous en coûter 60$. Oh, il y a quand même une grosse différence. Oui, il y a quand même une grosse différence de prix. Donc, il faut se méfier aussi là, quand on va au bike shop, qu'on demande les plaquettes de frein pour le frein qu'on a. On dit « Ah oui, j'ai ça ici, 15$ pour le set. » C'est à peu près impossible que vous ayez des plaquettes en métal à ce moment-là. Là. Yeah. Donc, ça risque d'être des plaquettes en résine. Fait qu'il faut voir aussi, faut bien mentionner qu'est-ce qu'on veut comme type de plaquette. OK. Bien là, pour faire un petit résumé, dans le fond, il y a une autre chose avant là, de finir dont je voulais qu'on parle, c'était l'huile minérale versus la POP. T'as un peu, mon cher, plaquette de semi-métallique. Ah oui, c'est vrai, t'avais pas fini. Semi-métallique. Hein, plaquette semi-métallique qui est un peu méconnue. Okay. Effectivement, je l'ai oublié celle-là. Ouais, plaquette semi-métallique que moi j'ai roulé ça pendant 2 saisons. La plaquette semi-métallique, écoute, un peu comme le nom le dit, c'est un peu un mix en fait entre la résine et du métal. Donc, c'est vraiment carrément le mix entre les deux. Okay. C'est vraiment un beau compromis. Vraiment, là, ça me donne un peu un freinage pas pire à bonne température, pas pire à haute température. C'est comme une espèce de passe-partout. Je dirais que la majorité des gens là, qui roulent des trail bikes, là, ça serait moi, ça. Ouais, vont vraiment apprécier là, le semi-métallique là,
d'avoir le rendement d'un frein un peu meilleur en descente, mais sans nécessairement avoir besoin d'une plaquette métallique là, parce qu'on fait des longues et grosses descentes. Là. Donc, c'est vraiment un beau mix entre les deux. Il n'y a pas énormément de compagnies qui en fait. Swisstop va en faire, Snookproof va en faire. Mais Shimano et SRAM font pas de semi-métallique d'origine là, à ma connaissance. Là. Mais il y a moyen d'acheter du aftermarket, là. C'est ça que oui, c'est ça, exactement. Okay. Et bien souvent, là, les plaquettes aftermarket là, vont vous donner souvent un meilleur rendement. Je ne parle pas d'acheter des plaquettes chinoises sur AliExpress. Là. Okay. Je parle vraiment de compagnies qui vont s'affairer à designer des plaquettes là, vraiment là, de meilleure qualité, de meilleure conception. Swisstop est un excellent exemple. Là. Ils font des plaquettes d'extrêmement bonne qualité. Pas données, par exemple, mais vraiment... ça fait une grosse différence là, au niveau du freinage. Là, c'est sûr que des fois, les compagnies d'aftermarket, justement, sont tellement dédiées à améliorer un produit que c'est une des meilleures options qui est à payer plus cher. Là. Oui, c'est ça exactement. Là. Des fois, on va retrouver des produits qui vont être plus performants. Bien sûr aussi, il faut penser aussi que tout ce qui est aftermarket n'aura pas nécessairement la même durabilité là, parce qu'on va axer davantage sur la performance du produit plus que peut-être la durabilité long terme. Là. Donc, il faut vraiment voir selon les besoins là, à ce niveau-là. Oui. Ben, il y en a pour tous les goûts, dans le fond, tous les besoins surtout. Il faut vraiment évaluer qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qui nous aiderait à avoir le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur rapport de performance. Donc, finalement, en gros, là, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de compagnies qui font des meilleurs freins que d'autres, mais qu'à l'intérieur de ces mêmes composantes-là, il y a moyen d'avoir un meilleur freinage, dépendamment de nos besoins. Là, j'ai une dernière question par rapport à l'huile minérale puis l'huile DOT. Est-ce qu'on peut les interchanger? C'est quoi la différence principalement? Là? Bon, première des choses à mentionner, c'est sûr que tu ne peux pas les interchanger. Un frein qui est à l'huile minérale, tu ne peux pas mettre de la DOT dedans, tu vas carrément détruire le frein. Le frein n'est pas fait pour ça. L'huile DOT, qui est une huile qui est corrosive, donc qui va carrément détruire le frein de l'intérieur. Donc ça, c'est chose réglée. Maintenant, c'est quoi la différence qu'il y a entre l'huile minérale et l'huile DOT? L'huile DOT, c'est une huile qui vient de l'industrie automobile, qui provient d'une norme de l'industrie automobile, donc de la DOT 3, de la DOT 4, de la DOT 5. Si tu achètes de la DOT 4, elle répond à un standard minimum, donc tu es assuré de la qualité du produit. Okay. L'huile minérale, ben ça, c'est développé par la compagnie de freins. Donc, par exemple, Magura utilise de l'huile minérale, Shimano utilise de l'huile minérale, mais l'huile minérale Magura et Shimano sont complètement différentes. Les points d'ébullition sont complètement différents. Donc, je ne pourrais pas vraiment utiliser de l'huile Magura dans mon... Ça va être compatible, là, dans le sens que je ne briserai pas mon frein à mettre de l'huile minérale Magura dans mon frein Shimano. Mais le rendement sera assurément pas optimal parce que les points d'ébullition ne sont pas les mêmes. Donc, ça se peut que je me ramasse avec une huile qui bouille dans ma ligne de frein beaucoup plus tôt que ce qui serait théoriquement prévu par la compagnie. Mais ça, c'est parce que toutes les composantes sont faites en conséquence. Le matériau, béton des hoses n'est pas le même d'une compagnie à l'autre, ce qui fait qu'elle aussi, elle dissipe la chaleur différemment. C'est ça qu'il ne faut pas mélanger. Tous les éléments qui sont pris en considération à ce niveau-là, mais majoritairement, au niveau de l'huile minérale, il faut vraiment respecter l'huile de la compagnie. OK, fait qu'on ne change pas d'une compagnie à l'autre, puis si tu es minéral, tu restes minéral, si tu es DOT, tu restes DOT. Exact. Par contre, l'huile DOT, elle, on peut changer. Si je prends de la DOT 4, par exemple, ben, je peux prendre la DOT 4 de n'importe quelle compagnie, ça ne changera pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Je peux prendre n'importe quelle DOT 4, ça va faire. Okay. Bien important de comprendre aussi, c'est que la DOT 3, la DOT 4 et la DOT 5.1 sont des huiles qu'on peut utiliser. La DOT 5, pas en tout. C'est une huile qui est complètement différente. C'est une huile au glycogène qui n'est pas utilisée par aucune compagnie, outre des petites compagnies ici et là, très peu connues. Mais on ne peut pas mettre de la DOT 5, c'est
pas du tout le même produit. Donc, tu as la dot 3, la dot 4 et la dot 5.1. Donc, le point 1 est très important au niveau de la dot 5. Excellent. Ce qui va changer entre la 3, la 4 et la 5.1, c'est le point d'ébullition. Donc, c'est vraiment ça l'élément majeur qui va changer entre chacune. Si votre frein est designé pour de la dot 4, puis bien sûr, je conseille de continuer à utiliser la dot 4. Et s'il est pour 5.1 ou 3, même chose. Par contre, d'utiliser une huile, une coche au-dessus, en fait, qui va juste permettre là, d'avoir un point d'ébullition plus élevé. Donc, le rendement de l'huile risque d'être meilleur. J'ai une suggestion pour toi. Ouais. Je viens d'inventer quelque chose, là. OK? Là, je vais démarrer mon chronomètre. Ouais. Et je te donne 1 minute et demie pour me vulgariser le plus possible le sujet dont je vais te parler. OK? Ouais. Challenge. Fait que, à partir du moment où je termine ma question, je démarre mon chronomètre. Oui. Est-ce que ça vaut la peine de grossir ma grosseur de rotor? Go! Est-ce que ça vaut la peine de... Ben, en fait, ça dépend des besoins. Ça dépend des besoins. Un rotor plus gros va donner un couple de freinage plus élevé. Donc, ça va me permettre de freiner plus facilement. Par contre, si j'ai un rotor qui est très grand, en cross-country par exemple, je peux me ramasser avec un frein qui est beaucoup trop grabby, là, qui va freiner beaucoup trop sec, donc qui va être beaucoup moins modulable. Donc encore là, gestion de température dans tout ça. La chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que la grosseur du frein, quand on arrive au niveau du freinage, souvent on va avoir un rotor plus gros à l'avant qu'à l'arrière. Ce que ça va amener comme effet, pourquoi? Parce qu'il y a un transfert de masse quand on freine. Donc notre poids se transfère vers l'avant, donc on a besoin d'un frein avant, un couple de freinage un peu plus élevé. Par contre, pendant la descente, c'est le frein arrière qui risque de chauffer le plus parce que c'est lui qui nous permet de gérer notre vitesse. Donc, c'est lui qui va... Où est-ce qu'on va là, maintenir un peu plus le frein arrière là, en frottement. Donc, de grossir le frein arrière peut permettre de réduire cette température-là. Donc, 5, 4... de grossir le rotor, ça peut être bon comme ça peut être mauvais, ça dépend des besoins. Ah, good job, good job. 1 minute 32,54 incluant mon intermission. Donc, effectivement, à la fin, j'allais justement te demander, j'ai déjà vu ça, des gens qui mettent un frein plus gros à l'arrière qu'à l'avant, justement parce qu'ils sont dessus plus longtemps, puis ça éviterait d'avoir, dans le fond, du glaçage là, pendant une descente longue. Est-ce que tu le ferais, toi? Moi, je le ferais parce que je suis lourd. Est-ce que ça fait une différence? Ben, en fait, je dirais que principalement, ça dépend de comment on gère nos freins. Quelqu'un qui... tu sais, au niveau de notre capacité à freiner, là, au niveau des compétences là, comme pilote, là, principalement, la majorité des gens vont utiliser davantage le frein arrière. Donc, de réduire la température du frein arrière pour éviter justement le glaçage des freins, de faire en sorte qu'on ait pratiquement plus de frein à l'arrière, ben, si de grossir le rotor permet d'éviter ça, ben, bien sûr, je vais dire de le faire. C'est une question de sécurité, puis c'est une question de compétence de pilotage. Oui, je pense que la compétence de pilotage à ce moment-là, ça va être d'apprendre aussi à se servir de son frein avant, que beaucoup de gens ignorent. Mais le frein avant permet de ralentir de manière assez drastique, un bon transfert de poids, puis un freinage puissant des deux freins, pour moi, a toujours été plus efficace. Mais pour maintenir la vitesse, j'utilise toujours les deux freins. C'est très rare que je vais utiliser juste en arrière. Je ne sais pas si je suis normal, mais c'est ma façon de faire. Je ne sais pas si je devrais changer quelque chose à ce niveau-là. Rendu là, encore là, c'est vraiment, je dirais, un peu personnel là, dans notre façon de gérer nos freins. C'est sûr que, tu sais, dans un freinage, là, à l'arrêt, là, tu sais, je passe de 20 à 0. C'est sûr que c'est le frein avant là, qui va majoritairement là, me faire arrêter. Il y a un transfert de masse, donc c'est lui qui est le plus hypothéqué. Mais quand on arrive dans une descente, là, au niveau de la gestion du freinage, est-ce que je veux juste maintenir une vitesse? Est-ce que je veux vraiment ralentir? Dépendamment des situations, est-ce que je vais utiliser plus mon frein arrière, plus mon frein avant? Ça va dépendre des situations. Mais assurément que la majorité des gens
sous-utilisent le frein avant, un Mhm. peu par peur de passer par-dessus les poignées ou par autre crainte là, qu'ils vont avoir. Mais la gestion du frein avant, si on a une bonne gestion de notre frein avant, va assurément avoir un impact sur comment on va hypothéquer notre frein arrière et Ah peut-être ben le oui. faire surchauffer. Là. Oui, c'est sûr et certain. Si tu apprends à te servir des deux de manière consciencieuse, là, pendant que tu roules, tu apprends à te servir de ton frein avant, je pense que tu peux beaucoup sauver ton frein arrière et éviter aussi là, de le faire surchauffer. C'est ça qui fait peur aussi des fois. Ça fait un bout que tu freines en arrière, il y a un long stretch de descente, puis tu te dis, il va-tu tenir? Fait que, moi, je trouve ça important d'utiliser les deux freins pour maintenir justement une bonne vitesse, pas aller trop vite ni user trop mon frein. Ça dépend effectivement, comme tu dis, beaucoup des circonstances, du type de piste, où tu te trouves, les conditions, le terrain lui-même, le sol. Donc, tout ça, ça reste quelque chose qui est très variable. Donc, je pense que l'utilisation des freins, de toute façon, les fabricants, ils fabriquent des systèmes qui sont censés être safe. Est-ce qu'il y a eu des compagnies qui ont foiré complètement là-dessus puis qui ont fait des freins qui n'étaient pas bons? Je ne sais pas. Ah, écoute, des freins qui étaient pas bons, c'est sûr que, comme dans n'importe quel produit, il y a des produits qui sont plus fiables que d'autres. Il y a toujours eu certaines ratées. Je pense entre autres là, à SRAM dans les dernières années qui ont eu un problème au niveau du master cylindre de certains de leurs freins, là, que ça créait des problématiques. À ce niveau-là, il y a eu des rappels là-dessus, donc c'était OK. garanti. Mais en termes de fiabilité, au niveau de la conception et tout, il y a toujours des ratés chez certaines compagnies. Je peux pas dire que il y a quelque chose de majeur là, qui me vient en tête là, de dire écoute, cette compagnie-là ou ce type de frein-là, là, évitez ça pour la peste. Achetez pas ça. Non, je peux pas vraiment dire ça. Par contre, est-ce qu'il y a des freins qui sont réputés procurant un meilleur freinage? Ben, assurément que oui. OK. Si je prends par exemple chez SRAM, les SRAM Code R, Mhm. c'est pas un frein qui est réputé pour être puissant et être un frein là, que tout le monde adore. Là. Certaines personnes vont l'aimer, mais je peux pas dire que dans l'industrie et dans les gens en général, c'est un frein qui est extrêmement apprécié pour du frein d'entrée de gamme par rapport à, par exemple, un Shimano Deore ou SLX qui sont comme comparables un peu en termes de gamme, qui sont nettement plus appréciés habituellement par les gens. Euh, Mhm. Après ça, quand on augmente dans le haut de gamme, c'est là où ça devient plus nuancé. Tu sais, un OK. SRAM Code RSC par rapport à un Shimano XTR, par exemple, ben là, à ce moment-là, là, on a vraiment, là, on est plus 50-50. Là. Les gens vont nettement plus apprécier le code RSC que le code R. Et les gens qui vont rouler du XTR vont aimer aussi le XTR. Donc, rendu là, là, on est plus là, dans des nuances que dans les freins d'entrée de gamme, que souvent on va avoir des freins qui vont se démarquer un peu plus du lot. Mais en gros, comme ça, là, pour monsieur, madame, tout le monde là, qui ride, là, je veux dire, on n'est pas en compétition. On n'est pas tout le temps en train de donner 125% de nos capacités. Il n'y a pas, loin de moi l'idée de faire un comparatif entre les marques nécessairement. Ce que je veux faire, dans le fond, c'est rassurer aussi les auditeurs, leur dire que le système de frein qui est venu avec un vélo de bonne qualité devrait être suffisant au moins pour un certain temps, à moins que vos capacités de pilote soient vraiment extrêmes, où là, vous pourriez faire un upgrade ou quelque chose. Mais en général, il n'y a pas de frein qui ne fera pas la job pantoute. Là. Non, exactement. Euh, on apprend à dealer avec ce frein-là aussi. Donc, il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas vraiment de frein qui me vient en tête là, de dire ça, là, changez-moi ça tout de suite. Ça n'a pas de bon sens d'avoir ça sur un vélo. C'est sûr qu'il y a une chose qu'il faut relativiser par contre. Si, Mhm. exemple, j'achète un vélo d'enduro, par exemple, que je vais faire de la descente au sentier du Moulin, Ouais. et que sur mon vélo, j'ai, exemple, des SRAM Level T, qui sont des petits freins de cross-country. Mhm. Je peux pas dire que vous avez le frein optimal pour ce que vous faites. Par contre, si vous avez un vélo de cross-country avec des freins Level T d'entrée de gamme, ben, probablement qu'ils vont répondre possiblement à vos besoins. Donc, Mhm.
des fois, les compagnies là, vont couper un peu à ce niveau-là. Là. Des fois, il faut faire attention. Là. Ils ne vont pas nécessairement mettre le bon type de frein sur le bon type de vélo. Pour une question de coût, hein, pour permettre d'offrir un prix plus intéressant. D'acheter un vélo d'enduro à 2500 $, il ne faut pas s'attendre d'avoir les meilleurs freins, les meilleures suspensions, alors qu'il y en a à 10 000 $ aussi. Donc, les compagnies vont couper à des places. Ça va faire en sorte que, justement, on peut se ramasser avec des freins qui ne sont pas nécessairement adaptés à nos besoins. Mais est-ce que les freins vont être problématiques et être dangereux? Je pense pas. À moins que vraiment, là, on roule le couteau dans les dents, qu'on soit un rider très expérimenté et qu'on s'installe sur un vélo très bas de gamme. Là, à ce moment-là, oui, ça pourrait être problématique parce que là, les freins sont pas assez puissants, vont surchauffer. Mais c'est ça, habituellement, quelqu'un qui a ce niveau-là va savoir que les freins sont pas adaptés, il va les changer. C'est ça, c'est ce que je pensais aussi. Je veux dire, quelqu'un qui est rendu si rapide que ça va déjà savoir ça parce qu'il va avoir des mauvaises expériences dans le passé. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, Julien, je tiens à te remercier infiniment pour ton aide là-dessus et puis pour ce premier podcast. On va vous revenir. J'aimerais dire à tout le monde qu'on va être ouvert à vos questions. On aimerait ça avoir vos questions parce que c'est toutes des choses qui vous concernent et c'est vous qui avez les meilleures questions, là, qu'on le voit sur l'Internet, là, sur Facebook. Il y a toujours des sujets intéressants et nous, on va aborder ça pour vous assez souvent. On va aussi avoir une série de vidéos déjà pour vous dire que la première vidéo va être très intéressant. On va parler du choix de vélo par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire. Donc, on va vous tenir au courant par rapport à ça, à la sortie prochaine de notre série de vidéos, notre channel HDM Bike. Donc, merci Julien, c'était un réel plaisir. On va refaire ça très bientôt. Yes, et à la prochaine mon cher pour d'autres questions. All right, bonne fin de journée. Allez, salut là.